15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, humoriste français, sociétaire des grosses têtes depuis bientôt 10 ans sur RTL. Jean-Philippe Janssen vient nous voir pour son deuxième spectacle Tombé du ciel en tournée. Il sera notamment à Paris en février au Théâtre de la Madeleine. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité et ce aujourd'hui sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui sur cette antenne. Je suis ravie de vous découvrir. Et l'ADN de cette émission est assez précis. C'est de tenter toujours d'aller un peu plus loin et de tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. J'ai l'impression que c'est assez indissociable. On va essayer de le découvrir dans un instant. Mais d'abord, le début, toujours le début. Jean-Philippe Janssen, vous êtes né un 8 décembre dans les années 70 à Maubeuge dans le Nord. Vous avez grandi dans le village de Beaufort, à la campagne, avec vos frères et sœurs, avec un père ouvrier mineur, je crois savoir, et corrigez-moi si je me trompe. Non, bien sûr. pas mineur, mais ouvrier. Ouvrier dans une entreprise de fabrique de verre. Et votre mère, Hélène, d'origine ukrainienne et polonaise, du côté donc de vos parents, ce qui vous donne un air de Daniel Craig, comme vous dites sur scène. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Heureuse parce que je suis le dernier d'une famille de 4 et comme tous les derniers, j'ai été plus que gâté. J'avais le droit à ce que les autres n'ont pas eu. Et puis comme il y avait une grande différence entre mon frère aîné et moi, donc il y avait 7 ou 8 ans, donc j'étais le petit frère, donc on s'occupait toujours de moi. Le donc, petit chouchou. Ouais, j'étais jamais tout seul et on m'a toujours gâté, on m'a toujours protégé. Est-ce que vous avez un souvenir précis de votre enfance, quelque chose qui revient là quand je vous parle de l'enfance ? Je dirais la maison de famille qu'on avait dans le Nord avec mes parents ont toujours eu beaucoup d'animaux et il y avait un poulailler avec des poules, des canards, une chèvre et je repense souvent à tous ces animaux qu'il y avait autour de moi. Je me rendais pas compte en même temps, mais je me dis quelle chance j'avais d'avoir autant de nature et de vie autour de moi. Ouais, donc c'est assez amusant parce que ça revient très souvent. Les invités que j'ai en face de moi, quand ils n'ont pas forcément grandi à Paris, qui ont grandi à la campagne, ils me parlent beaucoup de ces animaux, de cette nature, de ce grand air qui vous a donné un goût pour la nature, j'imagine, pour les choses différentes de ce qu'on retrouve à Paris. Vous en avez besoin de vous ressourcer comme ça ? Je sais pas, quand on est jeune, on se rend pas compte et quand on est jeune, on cherche à fuir la campagne et le monde rural. On veut la ville, on veut l'animation, on veut bouger. Mais en vieillissant, après 40 ans surtout, j'ai ressenti un besoin irrépressible de retourner sur mes terres dans le Nord, de voir les endroits, mes Madeleines de Proust en fait. Vous avez grandi, ce besoin de se ressourcer comme ça. Ouais. Vous vous considérez comme un citoyen du monde et j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi. Parce que j'ai eu la chance d'exercer ce beau métier de steward et c'était pas prévu. Ça, c'était pas un plan de vie, c'est un hasard qui m'a amené là. Mais j'ai vu le monde. Mes yeux ont vu en une vie ce que les autres ne verront jamais. J'ai eu un concentré du monde pendant 20 ans à faire des vols par-ci par-là. Que le monde pour moi c'était un village. Et j'avais mes habitudes à Johannesburg, à Rio. Et voilà. Et donc on s'y fait vite. Et c'est une vie complètement décalée. Mais quand je dis un citoyen du monde, parce que ça m'a ouvert sur plein de cultures et plein de gens en fait. J'ai fait des rencontres incroyables. Donc ce n'est pas en rapport avec vos origines et c'est ça que je voulais le spécifier avec vous aujourd'hui. Mes origines, je les défends, elles sont cosmopolites et plus on vieillit, plus on a besoin de les revendiquer ces origines. Je sais pas pourquoi, mais parce que déjà le conflit en Ukraine, moi ça m'a un peu impacté parce que je pensais pas que c'était possible en 2025 de repartir sur une guerre et puis voilà, on voit que les lobbies sont plus forts que la vie humaine souvent et donc et puis mes origines polonaises, donc je repense à ce que faisait ma grand-mère à manger, des choses comme ça. Et donc, je pense que... Et puis mon père d'origine belge, donc tout ça, c'est un circuit européen. Vous étiez quel genre de petit garçon ? Oh, j'étais beau, j'étais sage, tout le monde rêvait de m'avoir. C'est vrai ? Non, j'étais parce que j'avais l'exemple de mon grand frère et de ma grande sœur qui eux étaient turbulents par exemple à l'école et donc comme moi j'arrivais 7 ans après dans ces classes-là et que je retrouvais les mêmes professeurs, ils me mettaient tout de suite en alerte en disant attention, toi t'es le frère d'Evelyne et d'Alexandre, donc je te préviens tu te tiens un carreau. Donc moi j'avais l'angoisse et donc j'étais très anxieux, consciencieux et je travaillais beaucoup, j'avais peur de pas réussir. Vous vouliez faire bien. Quelles étaient vos passions quand vous étiez petit ?
Alors les animaux, puis je faisais du cheval, j'adorais les randonnées équestres le dimanche. Qu'est-ce que je faisais d'autre? J'adorais faire la pâtisserie avec ma mère, parce que on allait chercher les œufs dans le jardin, sous les cannes, parce que les œufs de canne c'est meilleur pour la pâtisserie. Et ma mère m'apprenait tout ça, et ma grand-mère était couturière. Donc souvent je passais l'après-midi avec ma grand-mère. Après tout ça n'est pas très viril, mais c'est ce que je faisais pendant que ma sœur faisait du béton avec mon père. C'est vrai. Vous allez vivre une scolarité, vous la racontez dans votre spectacle catholique chez les Bonnes Sœurs au collège et lycée privé Sainte-Thérèse d'Avila. Vous avez gardé des souvenirs assez épiques, mais vous avez gardé la foi. Oui, parce que j'étais en plus en internat, c'est-à-dire que je dormais là-bas, donc j'étais en immersion totalement dans le milieu austère du lycée, mais en même temps il y avait ce truc tout le temps où on allait faire la prière, et puis il y avait le catéchisme, et donc j'étais toujours et en tout cas je sais pas en quoi je crois, mais je crois en une force supérieure, et je sais que mes demandes sont jamais elles sont toujours entendues. Et d'ailleurs je me suis demandé, puisque c'est le titre de votre spectacle Tombé du ciel, si c'était justement parce que vous étiez croyant et si parce que vos souhaits avaient été exaucés. Alors c'est un peu un mix des deux. C'était un petit clin d'œil sur le fait que je ne suis plus dans les avions et que ma vie est bien au sol maintenant. Je suis sédentaire, mais c'est aussi tombé du ciel comme un cadeau tombé du ciel. Voilà, c'est... Alors bien sûr, il a fallu les chercher, il a fallu provoquer la chance, il a fallu un moment prendre des risques, mais de toute façon, toute la vie, il faut prendre des risques, sinon on n'avance pas. Enfin, en tout cas, on ne saura jamais. Donc j'en ai pris parce que je savais que ça n'impactait que moi si j'échouais, je faisais de mal à personne. Mais ouais, c'est très présent. Et le tombé du ciel, oui, parce que j'habite en face du Sacré-Cœur. Enfin, j'ai toujours des signes. Donc oui, je suis religieux, je suis superstitieux en plus, ce qui n'arrange rien. Et c'est ce que vous dites dans votre spectacle. Vous avez un diplôme en superstition. Et alors, au niveau des superstitions, je pensais en connaître un paquet. Mais alors, vous avez tout surpassé, Jean-Philippe Janssen. Ah oui, je les ai toutes. Les pies. Ah oui, les pies. Ça, c'est ma mère. Hein. Les pies, il faut toujours les voir par deux. Une, mauvais présage. Deux, tout va bien. Ouais, donc il vaut mieux voir la deuxième. Boire le café assis. À cause de vous, je fais ça. Hein. Alors ça, c'est surtout dans le Nord, mais je le transmets. En fait, le premier café de la journée, il faut le boire assis. Pour quelle raison? Sinon, ça vous fait vous disputer avec quelqu'un dans la journée. Alors, je sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Cette phrase est complètement débile. Mais en attendant, je vais pas tenter le diable, donc je m'y confronte. Donc, je bois toujours mon café assis. Il y a aussi d'autres choses que vous racontez, et vous en racontez, vous en faites même une histoire, et vous parlez de ces lentilles, le premier de l'an, ce qui n'est pas forcément le plat qu'on a envie de manger le premier jour de l'année. Surtout à lendemain de fête. Surtout à lendemain de fête, et surtout si vous êtes avec des amis, par exemple. Et j'ai quand même envie que vous nous racontiez ces petites histoires comme ça, et en tout cas nous raconter celle-ci. Et pourquoi les lentilles? Parce que les lentilles, ça appelle l'argent. En fait, et il faut manger des lentilles le premier de l'an pour pas manquer d'argent dans l'année. Donc et le premier de l'an. Il y en a plein, comme il faut porter un slip rouge, un sous-vêtement rouge du 31 au 1er et le brûler le lendemain avant minuit. Ça, c'est si vous êtes en couple, ça va équilibrer votre couple. Le premier avant minuit. Attention, le minuit entre le premier ce et le 2. sous-vêtement, il faut l'acheter neuf le 31 décembre. Le porter alors, dans chez vous pour trouver un magasin ouvert. Ah il y en a. Okay, faut prévoir. D'accord. Et il faut l'acheter neuf le 31 décembre, le porter dans la nuit du 31 au 1er et le brûler le lendemain avant minuit. Et cette superstition, elle est pour équilibrer votre couple si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, vous allez trouver l'amour. Et si vous êtes seul et que vous n'avez pas envie de trouver l'amour, en tout cas, vous ferez la fête toute l'année. Voilà qui est dit. Alors écoutez, on va aller dans la continuité de votre carrière, parce qu'on va venir évidemment à parler de cet humour que vous nous donnez, vous nous offrez sur scène. Vous allez tout d'abord obtenir un doc d'allemand grâce à votre mère qui vous pousse notamment à le faire, et vous allez devenir steward pendant 20 ans. À 42 ans, vous décidez de tout plaquer pour vivre de l'humour. D'abord, pourquoi et quel est le déclic? Alors, c'était pas vraiment un déclic, mais en fait, je crois que j'ai toujours aimé faire rire, ou en tout cas, je savais que je captais l'attention. Et ça s'est précisé quand j'étais dans les avions, parce que j'étais dans les avions et je racontais des histoires, et j'étais sur long courrier, donc j'avais le temps de faire du lien avec les gens et de parler, et je voyais bien que je captais leur attention. Et en plus, c'est un super public parce qu'ils sont obligés de vous écouter, ils peuvent pas descendre. Ils n'ont pas le choix. mais du coup, j'aimais bien faire ça, et c'est mes collègues qui arrêtaient pas de me dire: Jean-Philippe, t'as un don pour raconter des histoires, tu devrais faire de la scène, t'as un don. Je dis: oh, j'étais pas persuadé que ce que je racontais dans l'avion pouvait intéresser les gens au sol, et c'est une copine hôtesse de l'air qui m'a inscrit à mon insu
à un concours d'humoristes en disant tu perds ton temps dans les avions, maintenant tu vas faire de la scène. Je suis allé à ce concours, on était 900 candidats au départ, c'était sur plusieurs week-ends, des tremplins, hein, et j'ai fini finaliste. Je n'ai pas gagné, mais j'étais finaliste. Je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose avec ce que j'ai dit. Et donc j'ai commencé à écrire mes premiers sketchs comme ça. Et c'est comme ça que tout est parti en fait. Tout est parti comme ça. Ce concours, il est dans votre région, là où vous habitez, Non, à ou Toulouse. c'est à Toulouse, Ouais. à Toulouse. Votre mère va vous appuyer dans ce choix. C'est ce que vous racontez Ouais, sur scène. elle Pas me- forcément le cas de votre père. Ah non, mon père c'est un ouvrier syndicaliste, lui matérialiste, et il se fait surtout un souci matériel pour moi, parce que ma vie elle avait été chaotique jusque-là, parce que j'ai souvent fait les mauvais choix, souvent pour mes compagnons, donc j'ai toujours laissé beaucoup d'argent. Moi, en amour, il y a un bourreau, une victime, moi je suis toujours la victime. Hein. Et donc j'ai beaucoup payé, et donc ça rassurait mes parents de savoir que j'étais Air France, dans une compagnie comme Air France, où j'avais la stabilité de l'emploi, quelques gros avantages, une belle ancienneté, et au moment où je dis à mon père, je vais tout foutre par terre parce que j'ai envie de faire artiste, ma mère, elle s'est pas posé de questions, elle m'a dit bah oui, c'est évident, parce que je tiens ça de ma mère, quand j'étais gamin, elle faisait du théâtre sur les scènes du village, le club théâtre du village, donc j'ai toujours vu ma mère monter, faire rire les gens, et avoir beaucoup d'autodérision. Je crois que c'est ce qu'elle m'a transmis. Et quand ça a été à mon tour de le faire, ma mère, elle a vécu ça par procuration avec moi. Oui, Donc, c'est un petit peu le rêve de votre mère. Vous Ah oui, voyez. elle m'a accompagné partout, sur tous les tremplins, sur les petites scènes, dans des fonds de cave. Elle était là, ma mère. Hein. C'est beau ce que vous dites. Votre parcours de reconversion est très inspirant pour les gens. C'est d'ailleurs une partie de votre public, des gens qui vous aiment. J'imagine que ça fait partie des raisons pour lesquelles ils vous suivent, parce que ce parcours-là, il est tout à fait atypique. C'est assez rare d'être dans les airs et d'avoir envie de tout arrêter pour se mettre sur la scène. Et vous qui avez sauté le pas pour vous lancer dans l'humour, qu'est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui hésitent, même si il est vrai que le Covid a été un grand booster pour les gens qui avaient envie de se reconvertir? Oui, ça a été un accélérateur, mais c'est bien aussi. Ça a permis de changer pas mal de choses, ou en tout cas de montrer aux gens qu'ils avaient plus de temps à perdre s'ils avaient envie de faire quelque chose, et qu'il est jamais trop tard. Voilà. Moi, je pense que je l'aurais fait bien plus tôt si j'avais pas été enferré dans une histoire amoureuse qui m'a tiré vers le bas. Mais je suis la preuve qu'après 40 ans, on peut encore tout changer. Pourquoi vous dites ça? Parce que cette stabilité, vous en aviez besoin pour le couple, le fait de pouvoir avoir un travail qui vous rapporte un salaire quotidien oui, comme et ça. puis quand je suis en couple, j'ai tendance à être dans l'abnégation, c'est-à-dire de faire de mon partenaire le prioritaire, sa carrière à lui et machin. Et donc me suis un peu beaucoup sacrifié pour laisser la place à voilà. Mais on m'a rien imposé, je l'ai choisi de le faire moi-même. Mais non, je pense que quand on a envie de changer quelque chose dans sa vie, si elle ne vous convient pas, et même si c'est risqué, parce que tout comporte un risque. Moi, j'ai eu de gros doutes. Je veux dire, au moment où je lâche Air France, j'ai 20 ans d'ancienneté, j'ai un salaire confortable, je prends un congé sabbatique sans solde et je dois vivre. Et au moment où je commence à faire du théâtre à Paris, c'est pile au moment des attentats du Bataclan. Donc, les salles de théâtre, dans les 6 mois qu'on a suivi, se sont vidées, il y avait personne, il y avait une espèce de terreur ambiante. Hein. Et donc, j'ai eu de gros doutes. Je devais de l'argent au théâtre. Mon réveil matin, c'était la banque pendant 2 ans. Monsieur Janssen, votre compte est débiteur. Oui, mais je vais le rebiter, madame. C'était très compliqué. J'ai eu de gros doutes, mais j'avais cette flamme au fond de moi qui dit non, crois-y. Si tu y crois, tu arriveras à faire croire les autres. Voilà, c'est ça. Et alors, comment il y a cette transition entre le doute, vous êtes en problème avec la banque, et la fulgurance comme ça où le doute, alors j'étais dans la merde, mais financièrement, mais finalement je l'avais toujours été dans ma vie, donc un peu plus, un peu moins, et puis ça n'engageait que moi, je faisais de mal à personne, on n'allait pas chercher de l'argent à mes parents si je payais pas mes dettes, donc voilà, et je me suis dit bon, vas-y, essaye, va jusqu'au bout du truc, et c'est ce que j'ai fait, mais c'était pas évident. Oui, j'ai des grands moments de solitude, parce qu'en plus, quand vous demandez aux gens autour de vous, ils vous soutiennent pas forcément. C'est-à-dire que ça les intéresse pas. Quand vous dites j'arrête Air France pour être artiste, il y a plein de gens qui m'ont dit mais t'es pas bien, t'es cinglé, tu te rends compte, parce que vous êtes le miroir de ce qu'eux ne font pas. C'est une prise de risque. Et donc j'avais dit bon, je ne demande plus l'avis à personne, je fais selon mon instinct. Au départ, votre premier contact avec la télévision, c'est en tant que participant au jeu Apprendre ou à laisser, animé par Arthur sur TF1, que je recevais il y a quelques jours, et on parlait de cette émission-là. Dans l'émission Recherche, appartement ou maison de Stéphane Plaza sur M6. À ce moment-là, est-ce que vous vous dites que ça peut être un tremplin par rapport à l'humour que vous exercez déjà, ou vous avez juste envie de participer à ces jeux-là? Non, parce qu'à ce moment-là, je pense pas du tout être artiste. À ce moment-là, je suis un steward épanoui. Mais par contre, j'ai compris à ce moment-là que j'aimais bien la caméra et que la caméra m'aimait bien. Et la question est la suivante, parce que vous avez revu Arthur par la suite, avec qui vous avez fait des émissions. Est-ce qu'il s'est souvenu de vous
Et est-ce qu'il y a eu cet échange comme ça, peut-être très humain Alors c'est marrant, c'est de l'avoir vu en tant que candidat dans une de ces émissions, c'était en 2006, c'est vieux. Et j'ai eu l'occasion de le revoir après, mais pas directement dans ces émissions, parce que Danny Boone m'a fait tourner dans La Ch'tite Famille, et j'étais à l'avant-première de La Ch'tite Famille à Paris, et donc Arthur, qui est le meilleur ami de Danny Boone, était là, et je suis allé le voir, et il m'a regardé, il a dit, je te connais, mais je sais pas. Et je lui ai dit, on a un passé commun. Et il me dit, ah bon? Je lui ai dit, oui, apprendre à laisser. Et là, tout de suite, il a dit, oh, le Stewart. Et il m'a dit, j'étais sûr que ça se terminerait comme ça, c'était évident, vu comme tu prenais le lead, que tu en ferais quelque chose d'artistique. C'est ce que je voulais entendre. Qu'est-ce que vous allez mettre en place alors pour vous faire connaître? Vous allez, en plus des petites scènes, jouer des scènes que vous faites déjà, jouer dans des cafés-théâtres et les scènes ouvertes. Comment ça va se passer? Alors, en fait, je suis allé partout où on voulait de moi. C'est-à-dire que j'avais bien compris que le problème, c'était pas mon texte. Je voyais bien que même quand j'avais 3 personnes dans la salle, elles rigolaient. Donc je me dis, c'est le moyen de me faire connaître, de populariser. Donc j'ai fait les CE d'entreprise, j'ai fait les foires au boudin, j'ai fait tous les cafés-théâtres. Et après, je me suis saigné pour faire un Avignon. Parce que Avignon, on sait que c'est la plaque tournante et qu'en général, pour les jeunes artistes qui débutent, tous les programmateurs des villes de France viennent à Avignon faire leur marché pour faire leur programmation. Et donc j'arrivais à avoir des tournées, des programmations, mais ça coûte un peu de sous parce que quand on démarre seul, on se produit seul, oui, on paye tout. Faut savoir qu'Avignon, c'est un petit billet de 10 000, c'est comme ça, et pour le minimum. Mais donc donc je faisais des cagnottes participatives, des choses. J'avais plein d'envie et j'arrive à convaincre les gens. Donc je sais que j'avais une force de persuasion et qu'on m'a suivi. À ce moment-là, vous avez déjà votre premier spectacle, Jean-Phi au sol et en vol, Jean-Phi d'école. J'imagine que vous l'avez renommé par la suite, ce spectacle-là. Est-ce qu'il est déjà abouti? Non, en fait, j'ai rassemblé toutes les anecdotes que je racontais dans les avions depuis plus de 20 ans. Donc, c'était un bébé déjà. Et après, quand tout a démarré, j'ai professionnalisé tout ça. Je me suis entouré de personnes, de metteurs en scène, des choses comme ça. Et on a remasterisé le spectacle pour en faire quelque chose de moins amateur. Vous allez devenir chroniqueur dans Vivement Dimanche prochain, aux côtés de Michel Drucker sur France 2. Et vous intégrez la bande à Ruquier dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL. Qui vous a vraiment donné votre chance? Alors, c'est Laurent Ruquier. C'est Laurent Ruquier qui... parce que je fais un plateau d'humoriste, je me souviens très bien, je fais un plateau d'humoriste à Avignon avec Vincent de Dienne, qui est produit par Laurent Ruquier. Et on s'entend bien avec Vincent de Dienne et on parle beaucoup. Et Vincent de Dienne dit à Laurent Ruquier, tu devrais aller voir à Avignon, il y a un Stewart qui fait rire à Avignon. Et Laurent Ruquier m'a raconté, il a regardé un sketch de moi sur YouTube. Mon premier sketch était sur mon coming out. Donc il me dit forcément, ça m'a parlé, ça a résonné en moi. Donc il a envoyé sa collaboratrice me voir. Elle m'a attendu à la fin pour me dire, Laurent Ruquier aime beaucoup ce que vous faites, il m'a demandé de venir vérifier, je vais lui dire que j'ai trouvé le spectacle formidable, et lui, fort de ça, m'a appelé, donc c'était en juillet à Avignon, et il m'a appelé en septembre en me disant, écoutez, ça a pris un peu de temps pour que je vous appelle, parce que vous n'êtes pas connu, il a fallu convaincre RTL, mais je leur ai dit que quelqu'un qui était Stewart, qui était ch'ti, et qui était gay, avait forcément des choses à raconter, venez faire un essai aux grosses têtes. Est-ce que là, c'est le cadeau tombé du ciel? Ah ouais, parce que il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, je suis en deadline, c'est-à-dire que la fin de mon congé sabbatique arrive. Je peux pas prétendre en vivre à ce moment-là. Je dois de l'argent beaucoup, et là, je me dis bon, il va falloir retourner dans les avions. Et voilà, bon, c'est bon. Au moins, j'aurais essayé. J'ai essayé, mais c'était en septembre et en décembre, je devais rentrer dans les avions et repartir sur ma vie d'avant. Et donc, comme quoi, les planètes souvent s'alignent au dernier moment. Depuis quelques années, Jean-Phi Janssen, vous êtes devenu une vedette, comme dit votre mère, et pas une star, parce qu'elle voit une différence. Vous faites comprendre dans votre spectacle que vous venez d'en bas, avec une observation touchante sur votre entourage, qui vous estimez a changé depuis. Non, et c'est d'ailleurs ce qui me stabilise. C'est-à-dire que mon entourage, ma famille et mes amis d'enfance, tous ceux qui m'ont toujours connu avant tout ça, n'ont pas changé, et c'est ce qui me permet de garder les pieds sur terre, ou en tout cas d'aller chercher refuge. Et est-ce que vous avez changé ? Alors j'espère que non. Forcément j'ai changé parce que la situation, ma vie, mais je crois que je suis très connecté à ma base, et je pense aussi parce que tout ça m'est arrivé tard. C'est-à-dire que j'ai une vie de travail avant, tout ça m'est arrivé après 40 ans, donc je connais, j'ai les valeurs des choses, la conjoncture. Je vois la petite retraite de mes parents, donc je me sens encore
de l'autre côté, mais comme les gens. Oui, vous dites que votre famille est un socle très important pour vous et on sent que votre mère est très fière de vous parce que notamment c'est une star grâce à vous dans le village. Ben oui, forcément, parce que j'en parle tellement dans le spectacle que ma mère, la notoriété, elle la mesure pas vraiment ici à Paris. Elle le voit quand elle vient, mais elle, c'est surtout dans sa vie du quotidien. Et elle voit bien que la boulangerie, elle a forcément une baguette gratuite de temps en temps parce que c'est la maman de Jean-Phi. Donc elle s'en sert pas comme elle devrait s'en servir. Je pense qu'elle pourrait avoir beaucoup plus, mais mes parents, ils sont restés simples. Bah si, dernièrement, elle a une réduction de 30% sur son matelas parce qu'elle a donné un autographe de moi. Et alors, cette histoire d'autographe, elle se raconte parce que vous en parlez longuement dans votre spectacle. Vous dites que votre mère, quand vous allez la voir, elle vous fait signer un paquet d'autographes, notamment avec des photos où on voit votre visage et le petit autographe à côté. Elle va voir les commerçants, les artisans du quartier en disant « Tenez, c'est pour vous ». Et puis elle finit toujours par avoir une réduction. C'est une monnaie d'échange. Votre mère est formidable, je voulais vous le dire. Vous allez par la suite de votre carrière partir en tournée théâtrale, avec notamment la comédie Que la meilleure gagne, suivie de On se refait palmade de Pierre Palmade, dans un couple magique de Laurent Ruquier que vous avez joué durant 2 ans. Vous faites aussi vos débuts au cinéma en prêtant votre voix à Siméon le papillon dans Drôle de petite bête ou encore à l'écran dans La petite famille de Danny Boone que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce qu'il y aurait un rôle rêvé, et je me permets, peut-être un rôle de Stewart? C'est en cours parce que je rêve de faire de la fiction et pas forcément du cinéma. Oui, j'aimerais bien le cinéma, mais on sait que c'est un monde un peu compliqué et surtout pour les humoristes. Mais en tout cas, la fiction et je fais un appel ici solennel. Je pense qu'on m'a un peu étiqueté en disant forcément Jean-Philippe Janssen ne fait que du Jean-Philippe Janssen, il a l'accent, nanana. Mais du coup, j'ai dit c'est pas grave, je vais me donner ma chance à moi-même. Je vais écrire ma fiction. Donc j'ai écrit cette fiction. Qui se passe dans un avion, c'est un vol aller, un vol retour, et je vous en dis pas plus parce que je suis très superstitieux, mais c'est sur le point de voir le jour, donc d'ici fin 2026. Je ne le savais pas, donc je suis ravie de voir que nous sommes assez connectés. Jean-Philippe Janssen, après votre premier spectacle, Jean-Philippe d'école, et puis après 3 ans après ce spectacle, vous êtes de nouveau sur scène aujourd'hui avec Jean-Philippe Janssen, Tombé du ciel, mise en scène Éric Théobald, oui. En tournée en France et en Belgique, dans les Zéniths, bientôt du 12 au 15 février au Théâtre de la Madeleine. Je sais que vous venez de revenir de quelques jours aux États-Unis. Ouais. Un petit mot sur comment le spectacle a été perçu là-bas. Et j'imagine que ça vous a fait énormément de bien de retourner sur scène. Oui, et puis c'était une parenthèse suspendue, cette aventure américaine. Et pour contredire ma mère, ça veut dire que maintenant je suis une star, parce que j'ai été joué aux États-Unis. Oui. Mais j'ai joué pour la communauté francophone et j'avais peur parce que je savais pas à quoi m'attendre si c'est pas mon public, la typologie de mon public ordinaire. C'est des expatriés, des gens de la tech. Et je me suis aperçu en arrivant qu'ils me connaissaient déjà très bien, qu'ils écoutent les podcasts RTL. Donc j'ai eu un accueil formidable et les gens vous remercient de venir jusqu'à eux parce qu'ils n'ont pas forcément accès à toute la culture française. Donc j'ai fait 7 dates aux États-Unis, dont la dernière à New York, j'ai joué sur Broadway. Donc en plus c'est que des villes que j'avais l'habitude de fréquenter en tant que steward, que je connais très bien. Et donc j'avais des anecdotes à raconter dans chacune de ces villes, mais j'ai retrouvé quelques habitudes et quelques amis de cette époque. Donc c'était la boucle est bouclée, ouais. Jean-Philippe Janssen, avant de rentrer dans le détail dans la seconde partie de cette émission de votre spectacle, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous vivez un rêve éveillé, même si parfois ce n'est pas toujours un rêve? Alors je vis un rêve, n'importe quel artiste rêve de vivre ce que je vis. Attention, il y a un prix. C'est beaucoup de travail, c'est pas gratuit, c'est beaucoup de doutes, c'est beaucoup de pression parce que si vous faites une contre-performance, on vous saute tout de suite dessus. Hein. Donc faut toujours. Donc c'est quand même un métier. Attention, il faut en prendre la mesure. J'adore, hein, mais c'est un métier qui vous isole un peu. C'est-à-dire que ça vous sort et ça vous isole un peu parce que vous mettez la pression, parce que les gens attendent quelque chose de vous que vous n'êtes pas toujours en possibilité de donner. Donc voilà, mais ça reste un rêve. Ça reste un rêve. Mais tout rêve n'est pas gratuit. Merci Jean-Philippe Janssen. On continue cette émission avec vous pour votre second spectacle Tombé du ciel en tournée et à Paris en février au Théâtre de la Madeleine. Dans un instant, mes chroniqueuses nous rejoignent. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Cyrielle Sarah-Cohen. Le Club Imo Radio J. Marc
Ratti. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, l'Union européenne appelle tous les partis à respecter le cessez-le-feu à Gaza. Israël a mené de fortes frappes aériennes à Gaza dans la nuit. Frappes en réponse à une attaque ayant tué le sergent-chef Efi Felbaum, ainsi qu'au refus du Hamas de restituer les corps de 13 otages toujours détenus, comme prévu par le cessez-le-feu. Le bureau du procureur général a ouvert une enquête criminelle après la fuite d'une vidéo du centre de détention de Zeteman montrant des gardiens maltraitant un détenu palestinien. Les images montrent des soldats maîtrisant un détenu allongé face contre terre, puis l'entourant de boucliers anti-émeute tout en lui infligeant des sévices. Le détenu a ensuite été hospitalisé pour de graves blessures. Cette enquête impliquerait des responsables juridiques de Tsahal. L'avocat général militaire a été placé en congé le temps de l'enquête. À New York, un homme de 20 ans condamné à 17 mois de prison pour avoir agressé des manifestants juifs pro-israéliens, condamné également à 3 ans de liberté surveillée pour crime de haine. Il avait agressé des contre-manifestants juifs lors de 3 rassemblements pro-palestiniens distincts. L'enquête a révélé qu'il avait commis 2 autres agressions similaires au cours des mois précédents. Il avait également tenu des propos antisémites. Le procès des Mains Rouges a démarré il y a quelques instants. 4 Bulgares seront jugés sur fond de soupçons d'ingérence russe. 3 d'entre eux reconnaissent les faits, mais nient toute motivation antisémite ou lien avec la Russie. Le parquet soupçonne toutefois une opération de déstabilisation de la France orchestrée par les services russes. Enfin, hier soir, la taxe Zuckman a été adoptée en première lecture. Cette taxe vise à imposer les bénéfices des grandes entreprises en fonction de leurs activités réelles en France. Elle pourrait rapporter 26 milliards d'euros à l'État. Les députés ont aussi voté le doublement du taux de la taxe sur les géants du numérique. Et merci beaucoup Nina Alouche, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Jean-Philippe Janssen et mes chroniqueuses qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J, le 6-9, Rudy Saada. Bonjour, c'est Rudy Saada. Retrouvez-moi chaque matin dans le 6-9 de Radio J. Chronique, info, humour, politique, tout pour bien démarrer la journée. Le 6-9, c'est tous les jours sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarin-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Jean-Philippe Janssen pour son second spectacle Tombé du ciel en tournée et à Paris notamment en février prochain du 12 au 15 au Théâtre de la Madeleine. De tout temps, Jean-Philippe Janssen, vos sujets de prédilection sont bien sûr vos parents, vos origines nordistes, cette homosexualité et des anecdotes amusantes vécues dans votre métier de steward mais aussi anecdotes personnelles et ce encore mais pas seulement dans ce spectacle aujourd'hui parce que vous êtes toujours l'auteur de ce spectacle, puisque tout est autobiographique, mais vous allez encore plus loin. C'est-à-dire, j'ai envie de dire que c'est encore plus intime. Alors, que en fait, ça. Oui, j'étais parti du constat que le premier spectacle, les gens ils étaient venus pour me découvrir parce que j'étais catapulté de nulle part, hein, j'arrivais des avions. Et le deuxième, je me suis dit, ils viennent pour me connaître. Et donc, et c'est le metteur en scène qui m'a poussé dans mes retranchements parce que je ne sais pas forcément aller sur l'intime, mais j'y suis allé et je me suis rendu compte que ça faisait un bien fou à moi et aux gens, en fait. C'est ça. Et je me suis demandé si vous ne pouviez pas aller encore plus loin. Si, ça serait l'objet du troisième. Vous en avez sous le pied, c'est ce que je me suis dit en voyant ce spectacle. Je suis encore en train d'écrire et le fait d'avoir que ce spectacle ait été si bien accueilli par le public m'a donné envie de leur en donner un peu plus et de dire je peux y aller, la période de test est concluante, je peux aller sur ce terrain.
Dans ce spectacle, vous parlez alors de votre parcours, de vos parents fans de vous, qui grâce à vous peuvent découvrir ce fameux milieu du show business et des paillettes avec tout leur naturel. Et il y a une anecdote de vos débuts avec Michel Drucker qui est quand même assez hilarante. Un restaurant entre vos parents et Michel Drucker. On pourra pas forcément tout dire, mais ce que vous dites, c'est que ils suscitent des moments de honte, mais vous les aimez et pour rien au monde, vous les changeriez. Ah oui, parce qu'en plus, avec leur authenticité, et c'est ce qu'ils m'ont, je pense, transmis, c'est qu'on traverse tout. Je veux dire, ça déstabilise tout le monde et on traverse tout. On ne pourra jamais vous critiquer d'être authentique ou naturel ou de dire la vérité. Et mes parents, c'est la vérité, voilà. Ils jouent pas avec ce qu'ils sont pas, ils inventent pas ce qu'ils sont pas. Ils sont comme ils sont et ils essayent de se fondre dans ce milieu. Et c'est pas évident. C'est vrai que moi, des fois, mais finalement, je me dis, c'est ma carte maîtresse, mes parents. On va écouter la bande-annonce. J'ai l'impression que je deviens un vieux con. Je m'entends dire des choses que je reprochais à mon père de dire. T'as remarqué, aussi à 50 ans, tu fais des bruits de vieux. Tu mets tes chaussures vieilles. Elle avait des principes éducatifs, ma mère. Il fait toujours qu'on soit propre et bien habillé, au cas où qu'on va à l'hôpital. T'es ainsi propre, t'as des chaussettes propres. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les gens à l'hôpital si on y va à la honte, Et parce que moi, t'as bien compris qu'aux grossettes, on m'a pas pris pour la culture, Alors ma mère, pour qu'on soit bien élevé, elle nous a mis en internat, collège et lycée privé Sainte-Thérèse d'Avila. Ça a fini de façonner mon homosexualité. Moi, l'image que j'ai eue de la femme, c'est des culottes de bonne sœur pendues dans la cour comme ça. Nous, on avait pris une correspondante anglaise. Elle était végétarienne. Ma mère, elle savait même pas ce que c'était. Nous, on mangeait une demi-vache par semaine quand même. Sur scène, vous parlez de votre génération Madonna, de l'âge, du temps qui passe, des premiers problèmes de santé, mais aussi des habitudes du quotidien de quinca qui vous font parfois passer pour un vieux con, comme vous dites. Et alors, il y en a des histoires à raconter sur tout ça. Ouais, oui, parce que, mais en fait, ça parle à tout le monde parce que je vis la vie de tout le monde. Quand on est quinca, on sent bien qu'on décline un petit peu, qu'on a moins d'endurance, qu'on est plus fatigué, qu'on a les articulations qui craquent, qu'on a moins envie de faire les choses, qu'on comprend plus les jeunes, ces restaurants où il y a la musique forte. Et il y a 2 ans, j'adorais encore. Maintenant, ça m'énerve de pas entendre ce que je mange. Voilà. Vous savez, des fois, ça arrive un peu plus tôt. Je connais ça. Il y a d'autres choses, la coloscopie, les onomatopées, le manger ou l'intimité. Il faut choisir à partir de 50 ans, les gonflements et, vous le disiez, l'inconfort de la musique forte. Pour avoir vu son spectacle, je me permets de dire, et je comprends que vous soyez lié d'amitié avec Philippe Lelouch, qui traitait aussi de sa vie de quinca dans son dernier spectacle. Lui qui est le directeur artistique de la Madeleine, où vous jouerez bientôt. Oui. Et je me suis demandé si vous aviez parlé ensemble de ces sujets de quinca. Non, mais je me suis rendu compte que finalement, c'est un sujet universel et que tous les humoristes qui traversent cette période, de Florence Foresti à Philippe Lelouch à moi, tout le monde le traite. Parce qu'on sent bien que c'est le milieu de la vie, il se passe quelque chose. En tout cas, les choses changent à ce moment-là. Et on a l'impression que c'est là que commencent les conflits de génération. Il y a une chanson dans votre spectacle et j'aimerais qu'on l'écoute. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non. Pourquoi cette chanson, Jean-Philippe Janssen ? Pour plein de raisons. Déjà parce que je trouve qu'elle résume exactement tout ce que je dis dans le spectacle. Tous mes problèmes, ma problématique à moi, de la solitude des stars, entre guillemets, des choses comme ça. Et puis, c'était un clin d'œil à Laurent Ruquier aussi, parce que Marie Laforêt était une de ses meilleures amies. Et que quand j'ai commencé à Paris, dans mes premières salles, c'était à l'Alhambra. Mes parents étaient là et ils se sont retrouvés assis à côté de Marie Laforêt, qui avait daigné venir me voir parce que Laurent l'avait invitée. Et ça m'a tellement touché que cette femme que je trouve belle, fantastique, elle soit là, en plus très très impressionnante avec ses lunettes noires, elle dégageait une beauté, une grâce. Et ma mère était à côté d'elle et elles ont trouvé le moyen de discuter parce que ma mère voulait pas dire à Marie Laforêt que c'était ma mère, elle voulait être discrète. Mais finalement, elles se sont retrouvées. Donc elle a un sens, cette chanson. Elle a un sens, cette chanson. Vous en parlez longtemps. Vous venez d'évoquer en nous parlant de cette solitude. Vous parlez sur scène de ce rapport avec votre chatte Duchesse que vous faites, que vous imaginez sur scène avec vous. Ce chat que vous aimez à la passion, j'ai envie de dire, passionnément. Est-ce que le prochain step, c'est trouver l'amour, Jean-Philippe Janssen ?
Ah, Si c'est pas déjà fait. C'est pas quelque chose qu'on prévoit. De toute façon, je me dis, plus tu vas le chercher, moins tu vas le trouver, ou en tout cas, tu vas essayer de t'illusionner que c'est ça et que c'est pas ça. Donc, il viendra à moi tout seul. Mais en attendant, c'est vrai que j'ai fait un transfert sur ma chatte, Duchesse. En fait, faut savoir que c'est la chatte de mon ex. Je lui ai offert ce chat. Un mois après, il me quittait. Il emmenait tous les meubles sauf la chatte. Donc, je l'ai gardé. On a été abandonnés par le même homme. Alors, mais ça fait 13 ans qu'elle fait partie de ma vie. Je l'emmène partout avec moi en tournée. Elle est habituée à voyager dans le train, machin. Et quand elle est bien lunée, parce que je veux pas l'exploiter, quand elle est bien lunée, les 5 dernières minutes du spectacle, elle est avec moi sur scène, sur ce canapé. Elle vous rejoint. Eh ben écoutez, c'est un très Si tous les hommes me regardaient comme ma chatte me regarde, madame, je serais très heureux. C'est aussi ce que vous dites sur scène, Jean-Philippe Janssen. Merci beaucoup. On vient voir votre spectacle Tomber du ciel en tournée en ce moment et vous jouerez à Paris en février prochain du 12 au 15 au Théâtre de la Madeleine. Tout de suite, on vous emmène au cinéma. Radio J. Bonjour Johanna Sultan. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Alors, on a envie de savoir forcément qu'est-ce qu'on a en salle aujourd'hui. Alors cette semaine, 3 films qui ne laissent pas indifférents. L'émotion d'une relation mère-fille avec Regretting You, l'ironie mordante de Un poète et l'audace évidemment de François Ozon qui s'attaque à Camus avec L'étranger. Alors, on va commencer avec ce premier film de Josh Boone. Alors au départ, tout semble familier, une mère, une fille, un quotidien américain presque banal. On se dit, bon, encore une histoire familiale à l'eau de rose. Et puis très vite, un drame éclate, des secrets remontent et tout bascule. Le film est tiré du roman éponyme de Colin Hoover et Josh Boone, donc le réalisateur, réussit à garder toute la force émotionnelle, tout ce qu'on avait aimé dans le livre. On écoute un extrait. Parfois, la vie nous joue des tours. Ma mère est tombée enceinte de moi à 18 ans. Mon père était son amoureux du lycée. Et ma tante Jenny s'est aussi retrouvée avec Jonah, son amour de jeunesse. Je nous voyais comme une grande famille heureuse pour toujours. Mais l'univers avait d'autres plans. Je suis navré. Votre mari et votre sœur ont eu un accident de voiture. On a fait tout ce qu'on a pu. Tu veux pas savoir pourquoi ils étaient ensemble? Ils avaient une... Non, dis pas ça. Je laisserai pas leur trahison me gâcher la vie. J'en ai marre que tu te sers de moi pour énerver ta mère. Qu'est-ce que t'essaies de me cacher? Il y a plein de choses que j'aurais pu faire différemment. Mais je regrette pas une seconde de t'avoir eu. Alors, ce qui fait la force de Regretting You, c'est la façon dont Boone filme les blessures invisibles entre une mère et sa fille. Les silences, les rancunes, les gestes retenus. Et petit à petit, on se surprend à avoir la gorge serrée parce que ce n'est plus seulement leur histoire, mais c'est aussi la nôtre. Donc le film surprend parce qu'il commence comme une histoire américaine un peu classique, mais il devient une histoire universelle, bouleversante sur le pardon et la difficulté à dire « je t'aime » aux gens qu'on aime le plus. Après ce drame intime, direction la Colombie avec un film qui prend un ton plus mordant. Oui, Cyrielle. Alors, avec Un poète, le réalisateur Simon Mesa Soto s'amuse à imaginer ce qu'il serait devenu s'il avait échoué dans son art. En effet, après son premier film, il a lui-même envisagé d'arrêter le cinéma. Et de cette angoisse est né Oscar, ce poète raté qui s'accroche à un passé créatif. Mesa Soto a pris des choix radicaux, comme le fait d'avoir confié le rôle principal à un non-professionnel, Umbeimar Rios, qui est un instituteur passionné de poésie et de musique. Mais sa façon de parler, de bouger, a transformé le personnage et l'a rendu plus humain, presque attachant, malgré son côté un peu maladroit. Et face à lui, la jeune Rebecca Andrade, pareil, non professionnelle, découverte lors d'une audition dans les écoles publiques de la ville de Medellín. Leur préparation a été intense, 2 mois de répétition pour trouver le ton juste. Et ce projet un peu fou n'a pas été simple à financer. Une comédie colombienne sur les poètes, bon, ça ne rentrait dans aucun cliché du cinéma latino. Pourtant, Un poète, tourné en 1 mois seulement, a fini par séduire Cannes, où il y a remporté le prix du jury Un certain regard. Et ce qui en ressort, c'est une satire à la fois drôle et cruelle du monde littéraire. Mais derrière la satire, c'est aussi un film sur la peur de disparaître et sur la place que l'on trouve ou pas dans le regard des autres. Après cette satire mordante, on change totalement d'univers avec un classique de la littérature française revisité au cinéma. Oui, adapter L'étranger de Camus, il fallait oser. Roman culte, réputé inadaptable, presque intouchable. Et pourtant, François Ozon s'y attaque. Et le résultat, c'est fort, très fort. Le noir et le blanc déjà, il donne au film une austérité, une intemporalité. Alger est écrasé de soleil, étouffante, presque irréelle. Et au centre, Benjamin Voisin, son meursault qu'il voulait minéral, eh bien, est glaçant et troublant à la fois, tout en retenue, mais avec une intensité qui vous happe. Et face à lui, la talentueuse Rebecca Marder, elle incarne Marie avec une chaleur, une humanité qui viennent contrebalancer cette indifférence. On écoute un extrait. Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait?
Monsieur le Président, Meursault est innocent. C'était un accident. Avez-vous vu Monsieur Meursault pleurer? L'avez-vous vu qui ne pleurait pas? Voilà, Ozon replace l'histoire dans son contexte colonial, mais pas de discours, pas de lourdeur, juste des images, des détails qui suffisent à rappeler que ce procès n'est pas celui d'un homme et qu'il renvoie à toute une société. Et forcément, ça fait écho à un passé qui n'est pas totalement apaisé entre les deux pays. Est-ce que ce film arrive au bon moment? La question reste ouverte. Alors oui, on perd un peu de la radicalité du roman, mais pour moi, Ozon signe là un de ses films les plus puissants depuis longtemps. Et pour la petite parenthèse, Rebecca Marder a joué un des rôles principaux dans le film Simone, où elle était totalement merveilleuse. Pour conclure, Johanna. Eh bien, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces films? Eh bien qu'au fond, on ne sait jamais vraiment où est sa place, dans une famille, dans le monde de l'art ou face à toute une société. Chacun de ces personnages vacille, cherche une façon ou une raison d'exister, et c'est sans doute pour ça qu'ils nous touchent autant. Merci beaucoup, Johanna Sultan. On ira voir quoi, Jean-Philippe Janssen? J'irais bien voir l'étranger parce que je trouve que Ozon est toujours audacieux dans ce qu'il fait et j'adore tout ce qu'il fait. J'aime. Oui, c'est magnifique. Et là, vraiment, c'est un sans faute. Il nous cueille toujours. Oui. Eh bien, écoutez, on ira ensemble. C'est moi qui vous invite. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Adèle Salomon. Le billet du jour. Bonjour Adèle. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Cyrielle et surtout bonjour Jean-Philippe Janssen. Jean-Philippe Janssen, froidement sur le papier, on n'a pas grand-chose en commun. Vous venez du Nord, j'ai grandi dans le Sud, de Paris certes, mais il y a un microclimat et quand je vais au-dessus de Montmartre, je m'enrhume. De toute façon, je ne vais plus dans le Nord depuis que je me suis fait larguer par un mec que j'avais chiné à la braderie de Lille. J'aurais dû prendre une vieillerie. Vous êtes connu et reconnu et j'ai besoin de me présenter quand j'appelle même mes parents. Parfois, ils pensent que je vais leur vendre une formation CPF. Vous revenez d'une tournée aux États-Unis. J'ai joué en zone périurbaine de Brive-la-Gaillarde le mois dernier. Mais si on creuse un peu, Jean-Philippe Janssen, on a surtout des points communs. Vous aimez les hommes, j'aime les hommes. Oui, partie de ce principe-là, c'est bien. Oui. La réciproque n'est pas toujours vraie, mais c'est un autre débat. Vous n'avez pas peur des clichés et moi non plus. J'ai 33 ans, célibataire, toujours une bouteille de pinard à moitié vide ou à moitié pleine. Ça dépend de l'état moral, à portée de main. J'ai même un air fryer maintenant, c'est pour vous dire. J'ai eu un chat, mais il s'est enfui après notre première nuit ensemble. J'aurais dû prendre une chatte, duchesse, comme vous. Mais ce qui nous rassemble vraiment, Jean-Philippe Janssen, c'est que votre carrière d'humoriste est une reconversion. De nos jours, les reconversions, c'est plutôt coach en développement personnel, prof de yoga, planteur de fleurs séchées dans le Vercors. Parfois le combo gagnant des trois en même temps, on n'a pas peur des clichés. Mais vous, Jean-Philippe Janssen, vous avez choisi l'humour. Et moi aussi. Enfin, j'essaye. Faut dire qu'on a commencé dans des périodes pas idéales. Les attentats de 2015 pour vous, le Covid pour moi. Décidément, on aime les contextes légers. Vous avez été steward pendant 20 ans avant d'oser tout plaquer pour faire rire les gens. Dans un sketch, vous dites même que vous vouliez être pilote à la base. Et aujourd'hui, sans même faire atterrir des avions, vous êtes applaudi par des centaines de personnes. Vous dites que votre ancien métier vous aide à garder les pieds sur terre parce que forcément c'est plus facile à l'Olympia qu'au-dessus de l'Atlantique d'être ancré dans le sol. Ça vous permet donc d'être un des piliers des grosses têtes sans l'avoir. Un de vos thèmes préférés, ce sont vos parents. Vous imitez votre mère avec un accent ch'ti. Moi, j'imite la mienne avec un fort accent bourge, qu'elle n'a pas, mais c'est un prétexte pour imiter Valérie Lemercier dans Les Visiteurs, qui est ma mère spirituelle, bien sûr. Et surtout, vous dites que vos parents vous soutiennent et vous ont toujours soutenu, notamment votre mère. Ça m'a rassurée de me dire qu'on peut devenir une vedette sans avoir eu des parents infects qui n'ont jamais cru en vous. Parce que moi, mes parents sont adorables, ils passent leur temps toujours à me dire qu'ils sont fiers de moi, blablabla, blablabla. Jusque-là, j'avais peur que ce soit un frein pour réussir. Alors que finalement, si je n'ai toujours pas percé, c'est donc entièrement de ma faute. Je tombe le masque. Au sens figuré, pas comme vous dans Mask Singer, parce que j'ai pas trouvé de masque d'autruche de toute façon. C'est grâce à des gens comme vous que j'ose me lancer dans l'humour après des années dans un open space à faire des PowerPoint, et pour ça, merci. Mais ce n'est pas la seule raison de mon admiration, Jean-Philippe Janssen. C'est qu'au-delà du rire, vous avez toujours parlé de santé mentale et d'acceptation de soi, bien avant que ce soit
tendance. Alors même si je n'en peux plus d'avoir la musique de Jacques Higelin dans la tête, peut-être que vous tombez du ciel, mais moi je ne tombe pas des nues quand je vois le succès que vous avez. Alors je vous souhaite que votre carrière continue, sans escale, sans turbulence, et que votre public reste bien accroché au décollage comme à l'atterrissage. Merci beaucoup. C'est très flatteur, merci, ça me touche. Merci Adèle Salomon. On se dit à la semaine prochaine sur l'antenne de Radio J. L'introspection. Tout de suite, c'est l'introspection avec quelques répliques de cinéma pour recueillir un sentiment ou au mieux une anecdote, une émotion. La première, la vie ce n'est pas ce que tu vois dans les films, la vie c'est plus difficile. Qu'en pensez-vous de cette phrase ? C'est Alfredo, joué par Philippe Noiret dans Cinéma Paradiso. Mais non, la vie c'est le film qu'on veut bien faire. Moi, il faut être acteur de sa vie, pas observateur. Faut pas être passif, faut y aller. Donc c'est ça. Non, je suis pas d'accord avec cette phrase. La vie c'est un film. Une autre phrase à présent, retirée dans ce film Ballerina, le spin-off de John Wick. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais film formidable au demeurant. À ceux qui t'ont pris ton passé, ne leur laisse pas te prendre ton avenir. Ah oui, c'est ça. Ça, je suis tout à fait d'accord. On regarde jamais. Je regarde jamais dans le rétroviseur. J'avance toujours. J'ai oublié toutes les. Mais en plus, les échecs de votre vie sont les forces d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ça vous a donné un message ou une direction. En tout cas, c'est ce que vous en faites. La capacité à rebondir. C'est sur le chemin où l'on croit l'éviter que souvent l'on rencontre son destin. Oui, c'est quand on cherche pas, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais il faut être... et moi qui suis très superstitieux, il faut faire attention aux signes. Par exemple, moi, j'ai un truc, c'est je parle à mes morts. Comme j'ai mes croyants, donc j'ai plus la chance d'avoir mon frère aîné, et donc souvent quand j'ai des grandes décisions à faire, et j'ai remarqué que les grandes décisions de ma vie, souvent je les prends ou en repassant ou en cuisinant, parce que c'est le moment où je suis concentré, et donc là je pose des questions à mon frère, je demande des signes, et j'habite en face du Sacré-Cœur, donc c'est pas difficile d'en avoir des signes, et chaque fois que j'ai le signe qui me donne la réponse de ce que je dois faire. Et donc, est-ce qu'il y a une anecdote précise que vous pourriez raconter sur un des signes ? Oui. À un moment, je lui demandais si je devais... c'était le moment où je devais quitter Air France, où je devais démissionner. Attention, c'était lourd de conséquences. C'est-à-dire que j'avais plus rien, il n'y avait plus de filet de sécurité. Et je dis, est-ce que je pars dans la bonne voie ? Est-ce que c'est bon de faire ça ? Et est-ce que je vais avoir la pérennité de cette activité ? Parce qu'il ne s'agissait pas de faire un coup d'éclat puis de retomber après, j'aurais tout lâché. Et je dis, vas-y, dis-moi. C'était Alexandre et Arlette, mes deux... On n'est pas qui est Arlette, mais bon, c'était des gens qu'on comptait. Et une plume blanche est tombée sur le balcon à ce moment-là. Voilà. Et j'ai considéré. Voilà. Après, c'est ce qu'on veut bien y mettre dans ces signes. Ça tombe, c'est juste une plume qui est tombée comme ça. Mais pour moi, non, c'était mon frère qui m'a envoyé la réponse. Sachant que quand on est un peu croyant sur ces choses-là, la plume a son message. Bah oui. La dernière chose que je voulais vous demander, le meilleur moyen de réaliser l'impossible, c'est de croire que c'est possible. Ah ouais, je me suis jamais mis une barrière. Je savais que la montagne serait haute, mais j'y suis allé. Peu importe le temps que ça prendra, mais voilà, il faut y aller parce que on m'a mis. On m'a pas facilité la tâche pour que j'arrive sur scène. C'était pas évident parce qu'il fallait en vivre. Et puis il y a le côté financier qui fait beaucoup. Hein, attention, j'ai quand même pas payé mon loyer pendant 1 an avant de percer. Et j'avais honte de pas payer mon loyer. Et j'avais le propriétaire qui venait sonner à la porte en me disant j'ai loué mon appartement à un steward d'Air France, pas un artiste en carton. Je prenais tout. Mais j'avais pas le choix. Je me disais c'est où je bouffe, où je lui donne à manger, où je lui paye le loyer. Et quand j'ai réussi, parce que j'ai tellement honte de cette situation que j'ai réglé tous mes arriérés. Et j'ai payé 1 an d'avance. Voilà, c'était ma façon de dire pardonnez-moi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours le choix des armes, mais que des fois vos convictions faire des choses qui sont borderline, mais j'avais pas le choix. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Tout est dit, c'est à vous de jouer, chère Véronique Zana. Bonjour. Bonjour Cyrielle, bonjour Zanfi. Eh bien, le feu d'artifice, quelque part, c'est vous. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que j'avais un bouquet final avec un feu d'artifice. Et ça commençait déjà très très fort. La pression, ça vous connaît. Et arrivé à l'école, passer derrière cette fratrie, il fallait que vous soyez parfait, travailleur, qui est rien qui dépasse, et vous avez su faire avec. Vous avez su faire avec pendant tout ce début de vie, donc avant cette bascule de 40 ans, verrouiller la carrière, le risque, la sécurité, tout était là, proche de maman, tous ces petits dictons, on est là, on se tient. Bon, quand même, il y a un endroit où ça se met un petit peu à flouter, c'est le côté amoureux, parce que dès que vous êtes en contact avec quelqu'un, vous êtes complètement oblatif. Je vais le servir, je vais me fondre en lui, et ça vous dessert. Mais n'empêche
qu'à chaque fois que ça se met à, excusez-moi pour le terme, à merder quelque part, c'est là que ça vous relance. Vous en tirez quelque chose, vous vous décollez. Je ne l'ai pas fait exprès, mais effectivement, vous décollez et vous prenez votre désir à bras-le-corps. Et quelque part, à chaque fois qu'il n'y a pas d'argent, c'est là que votre désir, il est méga alimenté. Et vous y allez. Et même s'il y a la petite voix qui dit « Ah oui, je veux un signe, je veux une plume. Ah oui, j'aimerais bien ceci. Ah oui, mais oh, j'ai honte. » Mais n'empêche, quel moteur pour arriver à faire tout ce que vous voulez faire. Votre désir, il a besoin que vous soyez toujours au bord du précipice. Et d'ailleurs, vous devez vous battre avec ce côté débordant, parce que vous n'arrêtez jamais. C'est un flot continu, sans arrêt. Et ces points de rupture sont les moments où vous prenez de nouveaux risques, ce qui vous permet, entre parenthèses, de prendre une bouffée d'air. Et ça, vous l'avez chopé. Faire du lien, c'est aussi quelque chose d'important pour vous avec les gens. Et puis, peut-être qu'il y a une petite honte, vous avez besoin de nous dire « Oui, mais dans un avion, ils étaient captifs, donc finalement, c'était pas si compliqué. » Mais non, faire du lien, c'est vraiment ce qui vous met en rapport avec les gens, et c'est là où vous allez vous ressourcer et savoir si bien prendre ces petites anecdotes pour pouvoir les raconter. D'ailleurs, toutes celles que vous avez sur votre maman, parce qu'on va y revenir à chaque fois, c'est peut-être une façon de ne pas l'oublier aussi. Ouais, elle est vivante. Elle est vivante, mais toutes ces petites phrases viennent ponctuer quelque chose qui ne veut pas lâcher, qui ne veut pas être oublié. Alors on a parlé de la dette, on a parlé de ce risque, on a parlé de ce désir qui sans arrêt se réinvente et s'alimente. Et aussi finalement, je vais me débrouiller pour que moi, ça m'arrive. Et cette fiction que j'aimerais bien jouer, que personne ne vient me demander, je vais l'écrire. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend dans fiction ? On entend peut-être le fait de se fixer, de se stabiliser et d'être un peu plus ancré dans ce que vous voulez faire, parce que vous êtes tellement sur tous les fronts que là, il y a quelque chose de bien positionné. Alors oui, ça a un prix. Et nous revoilà à nouveau sur l'histoire de la dette et de votre investissement et de votre engagement. Un métier qui isole. Alors à réfléchir, peut-être que cet isolement, c'est quelque chose que vous allez reprendre un peu plus tard et peut-être apprécier un peu le silence, apprécier un peu la lenteur, parce que je ne crois pas que ce soit quelque chose qui pour l'instant soit dans votre portefeuille, et qui sait, le rien faire. C'est encore des cartes que vous pourrez peut-être agiter après. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de vous aujourd'hui sur Radio J ? On a appris qu'on peut changer de vie à 40 ans. Que suivre un flot infernal, ça a un prix, mais que le désir, il est toujours à suivre. Et qu'une maman, là, une maman star surtout, ça n'a vraiment pas de prix. Alors, continuons et allons regarder comment vous allez nous étonner encore un peu. Merci beaucoup, vraiment. J'espère continuer à vous étonner un peu. Et là, par exemple, je fais l'écriture de troisième spectacle, et comme on touche à l'amour souvent, parce qu'on dit que je le cherche, événements, machin, mais parce que je veux toujours le voir. Mais j'ai trouvé une solution pour rompre ma solitude après une rupture. Par exemple, je suis un acheteur compulsif. Donc, en général, quand j'ai un souci, une petite contrariété, je vais acheter une fringue. Ça se calme comme ça. Mais quand je me fais larguer, il faut que je sais pas pourquoi, il faut que j'achète un appareil électroménager. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est en conséquence. Et donc, et cet appareil électroménager, je lui donne le nom du mec qui m'a quitté. Comme ça, chez moi, il est chez moi, il sert à quelque chose. Donc j'ai un air fryer Nicolas, j'ai un frigo Mustapha, et tout cela, ils sont chez moi, ils m'ont jamais quitté, ils servent à quelque chose aujourd'hui. J'adore cette anecdote. Merci beaucoup Jean-Philippe Janson et merci à vous Véronique Zana, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mardis et mercredis sur Radio J. À la semaine prochaine. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Jean-Philippe Janssen. Vous êtes venu nous voir pour votre deuxième spectacle Tombé du ciel en tournée à Paris le 12 et 15 février au Théâtre de la Madeleine. Merci pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient, vous dites ce que vous voulez. Écoutez, d'abord j'étais une équipe de filles, des girl power aujourd'hui tout autour de moi, et donc je me suis pas senti dépaysé parce qu'on avait des choses à se raconter, on peut se brosser les cheveux, on peut parler gloss, et je trouve que vous avez
vous connaissez bien votre sujet, voilà. J'ai rarement été aussi bien accueilli et qu'on me dise autant de choses aussi personnelles. Donc pour ça, merci beaucoup. Merci beaucoup et j'ajouterais que j'ai essayé de ne pas être impudique sur des sujets où j'avais pas envie de les ouvrir aujourd'hui avec vous, mais je sais qu'on le fera pour le 3e spectacle. Comptez sur moi, je reviendrai. Et je serai ravie de vous accueillir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec Fabien Lecoeuvre pour son livre Nos années, bonheur en chanson chez Fayard. À demain sur Radio J.